Par exemple, en Serbie, à l'époque, il était interdit d'emmener des anesthésiants et or les hôpitaux, serbes en avaient besoin. Ouais. Donc on en avait, donc on en avait dans le chargement, mais évidemment pas déclaré. Et devant nous, il y avait un minibus, je me rappelle, c'était des Tchèques qui étaient, alors ils vidaient tout. Enfin, les À la douaniers leur frontière. faisaient tout Ouais. vider et on s'est dit: «Waouh, waouh, si nous on vide, si on vide, on est mal parce que s'ils tombent dessus, on...» Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et là, il s'est passé un miracle improbable. Là, le douanier et le militaire se retrouvent, parlent et partent chacun de leur côté. Et là, on se retrouve et il n'y a plus personne. La douane est abandonnée, quoi. Ouais, alors, on ne voit plus personne, donc on enclenche tranquillement la première et on rentre comme ça en Serbie. Alors quand on connaît la douane, c'est pas possible. Pascal Grabert, salut, bienvenue. Ouais. Merci, salut. C'est vraiment un plaisir de t'avoir dans cette émission. Tu es fortement engagé dans le cadre d'une association qui s'appelle Partir Offrir. Oui. Si on habite dans l'Est de la France, on a sûrement déjà entendu parler de Partir Offrir, notamment avec l'Ukraine, mais ça c'est tout récent, mais l'association dure depuis très longtemps. Partir Offrir, donc ça organise principalement des convois de nourriture, de produits sanitaires et autres produits de première nécessité en Europe de l'Est, notamment l'Ukraine plus récemment, mais pas que, voilà, on en parlera. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. En 2025, je t'ai demandé le nombre de voyages grosso modo qui a été fait. C'est une quinzaine de voyages humanitaires sur l'année, donc quand même des gros volumes entre guillemets. L'Ukraine justement, la guerre en Ukraine qui a un petit peu propulsé parfois l'association dans les médias. On a entendu parler de Partir Offrir. Mais Partir Offrir, comme je disais, ça existe depuis 1995. Tout à fait. L'an de grâce. Voilà. Ce qui est fou, et alors là, d'emblée, je révèle ce qui est fou, et on en parlera, c'est que Partir Offrir, il n'y a aucun salarié au jour d'aujourd'hui. On est tous bénévoles, oui. Ouais, que des bénévoles, donc ces fameux 15 voyages avec des camionnettes, on verra des images tout à l'heure, vraiment beaucoup de monde qui se mobilise, beaucoup de marchandises qui sont récupérées pour être envoyées dans les pays où il y a besoin. Et bien tout ça, il n'y a pas de salariés, donc c'est une folie, voilà. Et toi, tu es un peu la cheville ouvrière centrale, puisque avec une décision de ton épouse, et ça aussi on en parlera, eh bien tu travailles seulement à mi-temps en tant qu'éducateur spécialisé dans un foyer pour enfants, et le reste du temps, on le sent bien, voilà, et on va le vivre dans cette émission, tu es engagé à, j'allais dire 200%, mais je ne crois pas que c'est assez 200. C'est ça. Ça demande un petit peu d'investissement, on a pas mal d'investissement et voilà, de temps. Ouais. Alors du coup, pour d'emblée rentrer dans le vif du sujet, comme ça, s'il faut donner quelques noms de pays 2025 dans lesquels t'étais avec Partir Offrir. Alors 2025, l'Ukraine, l'Albanie, la Croatie, la Pologne, le Maroc et indirectement la Roumanie, puisqu'on a une branche en Suisse de notre association qui est partie, donc avec qui on travaille. Ok. Europe de l'Est, très largement, quoi, du coup. Voilà. Okay. Et Maroc. Ok. Il y a toujours des besoins forts l'Ukraine, bien sûr, et on en parlera, mais en Europe de l'Est, autrement? Dans les pays où on va, comme la Croatie et la Pologne, on soutient des petites associations chrétiennes qui font un super boulot et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Alors c'est vrai que le mot humanitaire en Croatie et en Pologne, il n'a pas forcément lieu d'être, puisqu'on ne parle pas d'humanitaire en Pologne, mais c'est plutôt du soutien à des associations qui sans aide, auraient du mal à exister. En toute humilité, bien sûr, quand je dis ça. Ok. Donc il y a quand même il y a vraiment une force vive sur place, et puis c'est un renfort de cette force vive locale. Oui, quoi. Okay. Alors en 95, donc tu démarres. Oui. Et là aussi, il y a un petit chiffre, juste pour resituer un petit peu cette affaire. Tu as comptabilisé 280 voyages environ, hein, c'est ça? C'est ça. 275 fois en Europe de l'Est, sans compter le Maroc. Sans compter le Maroc, ok. D'accord, donc à chaque fois des voyages, et ça c'est depuis donc 30 ans, quoi. 30 ans, okay. C'est ça. 2 mai 95, mon premier convoi. Ça va, ça paraît fou comme ça. Là, on sort des chiffres improbables. Et mais... en fait, moi, c'est ma vie depuis 30 ans, donc ça me paraît pas fou. Et souvent, les gens me disent, mais c'est complètement dingue. Mais non. C'est un peu fou, hein, je me permets. Hein. Voilà. J'apprends à comprendre que c'est fou, mais voilà, c'est un peu mon quotidien, quoi. Ouais, justement, on va le découvrir. C'est un peu le principe de cette émission, c'est réussir un peu à s'immerger sur le terrain et via des gens qui vont sur le terrain, et booster notre propre solidarité, notre propre envie d'être au service des autres. Voilà, peu importe les contextes d'ailleurs, hein, que ce soit ailleurs ou ici. Et alors juste pour finir le principe, est-ce que tu peux nous expliquer ça, ce côté convoi de camionnettes, des partenaires ici pour récupérer les denrées, et puis des partenaires là-bas qui vont après faire la distribution?
Le principe est très simple. On collecte, nous, principalement des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et autres matériels dont les gens ont besoin sur place. Je pense notamment aux extincteurs pour l'Ukraine, qui sont très importants. Ensuite, on a des camionnettes. On cherche des camionnettes, on nous prête des camionnettes, notamment une radio bien connue d'ici qui nous en a régulièrement prêté une et que je remercie officiellement. Voilà. Et ensuite, on achemine directement sans aucun intermédiaire et tout est remis à des églises, des petites associations avec des gens de confiance, évidemment. C'est très, très important d'avoir des gens sur place qui, eux, s'occuperont de la redistribution, qui s'occuperont d'acheminer tout ce qui est, même jusqu'au front, où on ne va pas forcément toujours au front, enfin, on ne va pas directement au front, même si on est parfois pas très loin. Et donc on a besoin de relais sur place, de gens qui connaissent vraiment la situation des familles, qui connaissent la situation sur place vraiment et qui s'occuperont de la redistribution, parce qu'on ne peut pas rester le temps complet de la redistribution totale. Quand on vient par exemple avec 15 tonnes de nourriture et qu'on reste 3-4 jours sur place, elles ne sont pas distribuées entièrement. Mais après, on a toutes les preuves photos à l'appui que tout est bien redistribué, tout va là où ça doit aller. Ouais. Et alors parce que c'est ça que tu as dit, 15 tonnes de matériel, mais il faut s'imaginer, on verra des photos tout à l'heure, il faut aller partir offrir la page Facebook, il y a beaucoup de photos. C'est un convoi de camionnettes, il y a une dizaine de camionnettes l'une d'après l'autre, c'est assez impressionnant, et rempli de denrées et qui sont pour la plupart aussi données par des enseignes et ce genre de choses. C'est ça, c'est souvent, c'est quasiment exclusivement des dons, parfois on a des dons financiers pour compléter le chargement, mais c'est principalement des dons de grandes surfaces, de particuliers, par exemple un moulin qui nous donne de la farine, et c'est comme ça qu'on arrive à remplir les camionnettes. Et j'avais en tête, c'est les grands tous mes préjugés tombent avec mes invités, c'est assez formidable. J'avais un peu en tête que c'était plus trop à la mode pour les grandes surfaces ou autres structures de donner leurs denrées, parce que ça crée des difficultés chez elles. Tu vois pas ça, toi? Alors, on a pas beaucoup de grandes surfaces qui donnent. Il y en a une qui est à Sarrebourg en Moselle, qui est très, très... ça fait 30 ans qu'elle nous donne régulièrement. Alors c'est vrai que souvent, les grandes surfaces préfèrent donner à la banque alimentaire ou au Resto du Cœur pour pas se diluer, pour pas avoir 36 associations à qui elles redistribuent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de contact direct dans les grandes surfaces. Mais l'important c'est que les choses ne partent pas dans une poubelle, qu'elles soient données au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire, c'est très bien, parce que l'important c'est il vaut mieux nourrir une famille qu'une poubelle. Donc ça, c'est le côté fournisseur, des personnes qui mettent à disposition des denrées. Là aussi, on rentrera un petit peu en détail tout à l'heure, puisque j'ai pris des petites photos sur Facebook de partir offrir, donc pour un peu illustrer tout ça. Mais ce qui est aussi fou, je continue dans la rubrique c'est fou, c'est qu'à chacun des voyages, donc on évoquait 280 environ depuis 1995, à chacun des voyages, il y a une dizaine de chauffeurs, au minimum, j'imagine même plusieurs par camionnette, qui se mobilisent, des bénévoles qui se disent on va conduire une camionnette jusqu'en Ukraine, jusqu'en Pologne pour amener des... C'est ça qui se passe? Alors, il y a deux types de convois. Il y a les gros convois, donc ça c'est plutôt l'Ukraine où ça mobilise pas mal de gens. Et puis après, les convois un peu plus modestes, on part à une ou deux camionnettes pour des petites associations pour qui ce serait inutile d'emmener 10 tonnes d'un coup. Donc il vaut mieux y aller plus souvent avec une tonne, le temps de l'utiliser. Et par contre, les gros convois type Ukraine, alors c'est absolument pas un problème de mobiliser plein de gens, parce que l'Ukraine a créé un engouement qu'on n'avait pas, on a toujours eu, puisqu'on a toujours fonctionné, mais qu'on n'avait pas autant. Et c'est vrai que le fait de ce conflit en Ukraine a provoqué quelque chose chez les gens, une envie de s'investir, une envie d'aller voir, peut-être simplement aussi. Et puis du coup, monter une équipe de 20-30 personnes, c'est pas un problème du tout pour aller en Ukraine. Moi, je trouve ça un peu fou, parce que on se côtoie un petit peu, et tu évoquais la camionnette, celle du boulot chez nous, qui est partie avec ton équipe en Ukraine. Mais moi, je me suis dit, mince, si ça se trouve, on va perdre des gens et on va perdre du matériel aussi, au passage, mais c'est sûr que les gens me préoccupaient plus. Je me suis dit, il y a un danger, tu sais, et je suis surpris qu'il y a tellement de monde qui se disent, allez, je veux monter dans cette camionnette, la conduire et emmener des denrées en Ukraine ou ailleurs. Moi, je sais pas, j'ai des projections, pays de l'Est, je me dis, il doit y avoir des trucs de mafia parfois, où ça va pas être frais, où tu arrives avec 10 camionnettes, tu te fais repérer, et ça peut être dangereux, en fait. Alors, oui, oui, le danger, il existe déjà. Le fait d'être sur la route avec le danger d'accident, le danger, il est là, évidemment. Plus on fait des kilomètres, plus le risque d'avoir des incidents ou des accidents est grand. Après, effectivement, le danger en Ukraine, il est là.
Mais paradoxalement, on se sent toujours en paix quand on part. Alors, on respecte bien évidemment les consignes de sécurité, on ne fait pas n'importe quoi. Parfois, on est amené à enlever les signalétiques dans les zones un petit peu qui se rapprochent du front pour pas être trop reparable. Oui, parfois on a eu aussi, quand on allait en Serbie, des voitures fumées qui avaient vitres fumées qui nous doublaient, qui attendaient qu'on repasse devant, qui nous redoublaient. Enfin, effectivement, ça crée un petit peu un sentiment un peu inquiétant. Voilà, mais Dieu est bon. Ouais. On est toujours parti, on est toujours revenu. Tu as déjà eu des galères, et on en parlera, justement de panne, de machin, de gros défis quand on mène ce genre de projet. Mais est-ce que tu n'as jamais eu de galères de sécurité, je crois? Sécurité, non, pas vraiment. Okay. Voilà. En termes de sécurité, on n'a jamais été pris à partie ou autre. Voilà. Pris à partie par des gens qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Par exemple, en Serbie, quand la France venait de bombarder en 99, quand on allait en Serbie, les gens crachaient sur les véhicules parce qu'on avait des plaques françaises. Parce que les gens font l'amalgame entre les décisions politiques et puis les gens qui viennent sur place avec de l'aide. Mais sinon, c'est pas... C'est fou, parce que même je crois avoir vu que sur l'une de vos vidéos Facebook, à un moment donné, vous voyez une explosion au loin. Donc quand on parle d'Ukraine, vous étiez quand même connecté à la réalité de guerre, quoi. Alors c'est ça, oui. Ce qu'on a vécu de plus fort, c'était à Kiev, où un soir, ça bombardait sur la ville. Ouais. Effectivement, on voyait depuis nos fenêtres les drones se faire abattre, mais oui, on ne se sent pas non plus. On reste en paix. Okay. Après, bien sûr, on fait attention. Enfin, on ne va pas sortir au milieu de la rue et puis dire... on fait notre part pour rester en sécurité quand même. Ouais, ok. On parlait des marchandises rapidement avant. Est-ce que tu arrives à nous expliquer en quelques mots comment est-ce que tu fais pour trouver des marchandises toujours et encore, j'ai tendance à dire? Alors on a des donateurs réguliers. Ouais. Donc chaque voyage, on peut aller les solliciter et puis ils nous donneront des choses. Et puis après, en fait, ça se fait beaucoup par le bouche à oreille. C'est des chauffeurs de notre convoi qui emmènent des amis et puis ces amis-là collectent autour de chez eux et puis nous font des nouvelles ouvertures et puis en fait nous ce qui nous importe c'est de prouver que l'association elle est sérieuse, prouver aux gens que tout ce qui est donné arrive réellement sur place pour que les donateurs continuent à donner, quoi. J'entends. Donc en fait le réseau il se développe à travers le bouche à oreille et grâce aux chauffeurs qui viennent une fois et qui a priori ils trouvent leur compte puisque souvent ils reviennent et en plus ils développent sur place autour de chez eux des choses. C'est comme ça qu'en Alsace on a vu un réseau se mettre en place aussi dans le sud-ouest. Voilà. Maintenant on a des chauffeurs qui arrivent de Brest et qui se mobilisent là-bas. C'est un truc très relationnel en fait, ton aventure, partir offrir, je trouve, non? Pour moi c'est hyper important. Moi j'aime beaucoup fédérer, j'aime beaucoup faire en sorte que les gens soient bien et qu'ils aient envie de revenir. Ouais. Donc effectivement le relationnel pour moi est très très important et moi je suis garant de ça en tant que responsable de l'association, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien et qu'on se retrouve sur cette mission, mais que ce soit un plaisir et pas une galère, quoi. Parce que des galères effectivement comme on disait il peut y en avoir déjà mais qu'au final on retienne les très bons côtés des choses et après quand on est sur place et qu'on distribue en décharge c'est fantastique, quoi. Oui, finalement, c'est un grand pont entre du relationnel ici, des chauffeurs qui vont aussi ouvrir peut-être des nouveaux partenaires, qui vont donner avec des partenaires de confiance là-bas, un relationnel qui se construit aussi. Justement, quand tu me parlais du Maroc, la manière dont, après le tremblement de terre, tu as commencé à œuvrer au Maroc, tu as utilisé le mot, il y a des amitiés qui sont nés là-bas. Tu ne m'as pas dit c'est un partenaire terrain, tu m'as dit c'est des amis, quoi. C'est des amis, mais partout où on va, et c'est pour ça aussi qu'on reste un petit peu dans les mêmes destinations pour ne pas se diluer trop, parce qu'on pourrait aller partout en Ukraine, on pourrait aller dans 50 destinations, il y aura des besoins partout. Mais le fait de rester dans les mêmes 3-4 points permet de développer les amitiés, de revenir au même endroit, d'apprendre toujours à connaître les gens qui nous hébergent, qui nous accueillent, ils nous ouvrent leurs portes. Donc ça crée vraiment une relation très forte et intime, quoi. Ouais, alors justement, ces fameux chauffeurs bénévoles qui vont conduire les camionnettes, qui vivent un peu cette aventure, pourquoi est-ce qu'ils viennent?
Alors au départ, c'est peut-être on a toujours le même noyau dur maintenant qui revient toujours parce que ceux-là sont très convaincus et ils sont, comme je disais avant, ils viennent avec des amis, ils viennent avec des connaissances. On a encore eu le cas la semaine dernière où voilà, des nouvelles personnes venaient avec des anciens parce que quand on est passionné, on en parle, on le vit et on a envie d'emmener des gens dans l'aventure. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et pourquoi ils viennent je pense qu'ils y retrouvent leur compte. Ouais. Et puis, en fait, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire l'utile, ce qui est fait, c'est utile. Et dans un cadre que j'essaye de rendre agréable, enfin qu'on essaye tous de rendre agréable pour que ce soit chouette pour tout le monde, quoi. Ouais, quand on rentre à la maison, on a un petit peu... On a vécu un truc relationnel et en même temps une petite aventure, quoi. Voilà, et puis souvent il y a le petit coup de blues d'après. Alors, souvent les gens qui viennent en Ukraine disent que le retour de convoi est un petit peu, il faut une petite journée pour s'en remettre. Okay. Alors j'ai moins moi ce phénomène parce que dès que je rentre, je par un autre. Ouais. Donc on n'a pas le temps tellement de cogiter, mais c'est vrai que les gens qui viennent qu'en Ukraine, ils nous disaient, quand on se sépare, parce qu'on vit aussi des choses très fortes dans l'équipe pendant une semaine. Donc forcément, on vit ensemble, la relation... une fraternité. Se développe aussi dans l'équipe, pas seulement avec les gens chez qui on est, quoi. Et puis on a plaisir à se retrouver aussi, et puis on a plaisir à se revoir, à repartir ensemble, à se rappeler les souvenirs des autres voyages et dire tu te rappelles quand on avait cassé la courroie là, oui. Ça je m'en souviens, la courroie. Oui, on se souvient très bien que le turbo de la camionnette de Radio Iris a lâché. Oui, on s'en souvient bien. Mais voilà, ça crée. Alors à la fois c'est une galère, mais après ça devient un peu anecdotique. Voilà. Alors même si sur le moment on cherche des solutions, on se gratte la tête, on se dit Seigneur, comment on va faire ça, quoi. Mais je vois. Et au final, tout rentre dans l'ordre, Dieu est bon, et puis on a des fois même des miracles, des fois incroyables, quoi. Ouais. J'ai presque la sensation qu'on a un peu besoin de ça dans notre équilibre d'humain, tu sais, d'un moment donné, créer cette fraternité, mais au contact de l'aventure ou de la galère ou du truc qui sort un peu du quotidien, mais ça nous permet aussi de faire corps, quoi, d'une certaine manière. C'est ça. Exactement ça, c'est... dans les moments de galère, on se rassemble et puis on cherche ensemble des solutions, on prie ensemble, on dit qu'est-ce qui va se passer pour la suite avec les incertitudes, parce que on sait que Dieu est là, mais on reste des êtres humains avec nos questions, nos problèmes et nos interrogations. Ouais. Une question un peu cash comme ça, toi, pourquoi tu fais ça ? Alors moi, j'ai toujours été intéressé par l'Europe de l'Est. Dans les années 90, quand Ceausescu et tout le bloc communiste est tombé, moi, par exemple, ce qui m'avait beaucoup marqué, moi, à l'époque, c'était en 89 à Noël, où c'était vraiment le jour de Noël où Ceausescu, donc le dictateur roumain, était arrêté, pratiquement exécuté en direct après un procès d'une heure, une mascarade, quoi, de procès. Et tout ce bloc fermé, parce que l'aspect fermé de l'Europe de l'Est, où on ne pouvait pas rentrer comme ça, qu'est-ce qui se passe, comment sont les gens, avec en fait tout ce qu'on entendait aussi sur la persécution, par portes ouvertes, ou dans ces pays, on ne peut pas parler de la foi. Donc tout ce côté un peu fermé m'intéressait. J'avais envie d'aller voir un petit peu, de rentrer, d'enfoncer une porte peut-être, je ne sais pas. Et puis en 93, j'ai eu l'opportunité de partir avec l'association Joie et Vie, qui organise des camps. Et ils avaient organisé un peu de toit pour là-bas, et l'idée c'était d'aller en Roumanie sur 3 semaines, et en 3 projets différents: une construction de maisons, une distribution de vivres, et puis organisation d'une colonie de vacances pour des enfants roumains défavorisés. Et puis j'ai fait ces 3 semaines-là, et c'était le choc, quoi. Choc de rentrer dans ce monde différent qu'est l'Europe de l'Est, mais de voir aussi comment les gens nous ont accueillis, comment les gens ont été... c'était incroyable. Les 3 semaines, c'était... je suis rentré de là en me disant, mais comment faire pour y retourner, quoi. Et j'ai juste une prière, une pensée en disant, mais Seigneur, c'était tellement incroyable que j'ai trop envie d'y retourner. Voilà. Okay. C'était le côté saisissant de cette aventure. Quoi. Et puis surtout l'accueil des gens, quoi. On se retrouvait chez des gens qui n'avaient rien, qui se retrouvaient, mais qui nous accueillaient incroyable, d'une manière hyper chaleureuse. Je me dis, on a aussi des leçons à prendre sur est-ce qu'on accueille pareil les gens quand ils viennent, est-ce que... Je sais pas. Des fois, on était dans des familles en Roumanie, et puis... on logeait dans leur chambre, chez les gens, mais on se dit, du coup, il n'y a pas d'autre pièce, ils dorment où? Alors dès qu'on se dit, ils doivent dormir dans la cuisine, même le sol, mais c'est incroyable, quoi.
est-ce qu'on ferait la même chose? Est-ce que, voilà, et souvent, j'ai l'impression que nous, on partage notre superflu et que là-bas, ils partagent leur essentiel, quoi. Voilà. Ouais. Et voilà, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a, voilà, puis ouais, c'est tout, être au contact de toutes ces personnes qui, forcément, ça impacte, ça touche, et puis ça donne envie d'y retourner. En tout cas, ça m'a conditionné, ça a conditionné ma vie. Ah ouais, je vois. Voilà. Est-ce que tu penses, ça c'est super intéressant ce que tu dis, est-ce que tu penses que c'est une des clés aussi du bonheur qu'on cherche tous, et peut-être une des clés aussi d'appliquer ce que le Christ nous propose d'appliquer dans la générosité, que de réussir à être capable, sans que ça nous mine, de donner notre nécessaire et pas juste notre superflu? Puis oui, c'est forcément c'est l'enseignement du Christ. Ça, Ouais. voilà, ça aide forcément, hein, ça aide à tout ce qu'on voit là sur place, qu'on vit, ça aide un petit peu, et ça relativise beaucoup de choses chez nous aussi. On relativise beaucoup de, voilà, c'est quoi les gros problèmes existentiels de notre vie. Ouais. C'est le moteur qui démarre pas bien le matin, ou est-ce que Ouais. quand on voit que des gens, par exemple en Ukraine, on vit dans la peur permanente, ont été obligés de fuir leur maison qui a été annexée ou détruite. Enfin, ça relative beaucoup nos soucis, Ouais, d'ici quoi. voilà, d'ici. Ok, ouais, je comprends. Ça, c'est purement personnel, hein, ce que je dis. Oui, Je donne pas de leçons. Hein. oui, Je donne bah, absolument pas de en tout cas, leçons. c'est comme ça que toi, tu as été nourri Ouais, depuis c'est 30 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que au Maroc, donc là, l'action est beaucoup plus récente. Oui. L'action est un peu différente. Tu m'avais expliqué qu'au ouais. Maroc, il ne faut pas acheminer des marchandises Ouais, d'ici là-bas. Il y a une alimentation très différente. C'est ça. Plutôt, on achète sur place et on distribue sur place. Mais est-ce que tu vis, et je crois que le Maroc est réputé pour ça aussi, cet accueil, cette qualité d'accueil là-bas? Ça, le Maroc, c'est juste incroyable. Sur le mot, quand on revient du Maroc, on dit toujours c'est incroyable. Ouais. Voilà. L'accueil qu'on a sur place, c'est juste improbable. Alors, on va au Maroc parce qu'il y a eu ce tremblement de terre du 8 septembre 2023. Oui. Et alors, il se trouve que j'étais au Maroc le soir du tremblement de terre. Comment ça se fait, ça? C'est une drôle Alors, en fait, on bosse avec d'autres associations, évidemment. Hein. Enfin, je dis évidemment. Pour moi, ça coule de source. On travaille avec d'autres associations. Donc, il y en a une autre du pays de Montbéliard qui s'appelle Alif, qui m'avait un jour demandé si on avait du matériel scolaire à offrir pour le Maroc. Et il s'avère que j'avais plein de cartables neufs, voilà. Et donc, on a donné tout ce matériel pour le Maroc. Ça a été acheminé petit à petit par transporteur. Et puis, les gens d'Alif m'ont dit, puisque Partir Offrir a offert le matériel, viens voir ce qu'on... Voilà. Et ça m'a étonné, parce que nous, notre champ d'action, c'est l'Europe de l'Est. Ça a toujours été l'Europe de l'Est. Et le Maroc... Et j'ai regardé mon épouse, elle m'a regardé, elle me dit, vas-y. Elle a l'habitude, elle a vu ton regard, elle s'est dit... C'était surprenant, je ne m'attendais pas à ce qu'on m'invite à aller au Maroc. Voilà. Et... Okay. Et j'ai dit, ouais, on y va. Alors pour moi, c'était la grande inconnue, hein, parce que autant l'Europe de l'Est, ça peut maîtriser les chemins, les routes, le Maroc, autre culture, autre continent. Bon, voilà. Et voilà, on est parti. Et puis il s'avère qu'on est à peine d'arriver qu'il y a eu ce tremblement de terre qui a été assez terrible, une secousse très très violente, quoi. Et voilà, donc, et du coup, inévitablement, si on va au Maroc maintenant, c'est parce qu'on a vécu ce tremblement de terre. Parce qu'il y a des tremblements de terre, il y en a beaucoup. Il y en a en Turquie, il y en a ailleurs. Et on ne se retrouve pas forcément à aller en Turquie. Mais inévitablement, il fallait qu'on vive ce tremblement de terre pour mettre en place quelque chose. Enfin, je le sens comme ça, moi. Je retourne en Ukraine. Ouais. On voyage. Ouais. Non, mais là, moi, j'y retourne mentalement. Et question, qui sont les partenaires sur place concrètement? Alors, on travaille beaucoup avec des petites églises locales. Okay. Et alors, comment on est arrivé là? C'est grâce à nos amis polonais. Alors, en fait, avant d'aller en Ukraine, on est allé aux frontières, c'est-à-dire on est allé avec de l'aide jusqu'à la frontière ukrainienne côté polonais et jusqu'à la frontière ukrainienne côté roumain, parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés à cet endroit-là. Et puis c'était le temps de savoir un peu comment faire pour passer la frontière ukrainienne. Donc la guerre a commencé en février 2022. En mars 2022 et avril 2022, on allait en Pologne, en Roumanie avec de l'aide pour des petites églises qui s'occupaient des réfugiés qui arrivaient en masse. Grâce au réseau de nos amis qui connaissent des gens. Et donc, c'était par le réseau des amis polonais, par exemple, qui connaissaient plein de gens à la frontière et au départ à la frontière. Et alors, ensuite, tout naturellement, on nous a dit, OK, on va à la frontière, maintenant, entrons dans le pays, quoi.
Oui. Et donc, c'est ces amis pasteurs polonais qui connaissaient déjà des pasteurs ukrainiens avant la guerre, donc qui étaient déjà en lien avant, qui ont dit, ben voilà, donc on est déjà plein de gens qui s'investissent aussi dans l'aide dans l'aide des réfugiés qui arrivent de la guerre ou dans l'aide de personnes qui ont tout perdu. Tout naturellement, on est allé dans ces églises-là. Question, parce que, et je le précise, au moment où on enregistre ce dialogue, on est fin septembre, parce que peut-être ça peut changer, bien sûr, entre-temps, mais peut-être que non, et je pense que c'est important, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de l'Ukraine au début du conflit, là on en parle quand même beaucoup moins, Oui. Et ma question est toute bête, c'est comment vont les Ukrainiens que tu rencontres ? Alors le moral est dans les chaussettes. Ok. C'est très très compliqué parce que cette guerre elle est longue. Bah oui. Et comme tu dis à juste titre, alors on en parle moins, donc souvent les gens me disent il y a encore une guerre en Ukraine. Des fois on a même ce type de réflexion. Je dis oui, il y a toujours une guerre en Ukraine et la Russie amplifie ses frappes en plus sur l'Ukraine. Les hivers sont rudes parce que là on va de nouveau entrer, on est là, comme tu disais, on est en septembre, mais là on va rentrer dans le dur un petit peu des hivers sur le front. Là c'est compliqué. C'est très très compliqué. On voit pas d'issue. À l'heure actuelle, les Ukrainiens ne voient pas d'issue à cette guerre parce que d'un côté, on a un Poutine qui ne souhaite pas arrêter la guerre. Et puis d'un autre côté, jusqu'où ça ira, quoi. Et les Ukrainiens, ils continuent de garder, enfin ceux que tu rencontres, bien sûr, tu n'as pas une vue d'ensemble de tout ça, mais ceux que tu rencontres, ils continuent de trouver du sens à cette guerre. Ils ne se disent pas, bon, on arrête les gars, puis on va devenir russe, et puis tant pis. Alors non, ça, devenir russe, ça c'est... Alors pour le coup, c'est inconcevable. Même dans les églises, il y a quand même une idée patriotique qui est assez développée. Alors devenir russe, c'est pas concevable. Okay. Maintenant, arriver à la paix, tout le monde le souhaite. Maintenant, à quel prix ? Parce que c'est très compliqué, parce que céder des terrains, pour les Ukrainiens, c'est pas tellement concevable. Même pour les gens qu'on côtoie, c'est pas au niveau seulement des politiques, comme Zelensky qui dit on veut nos terrains, c'est comme ça. Même les gens disent c'est nos terres, quoi. Et on se fait grignoter, et c'est difficilement concevable de dire on va les abandonner. Merci pour cette petite immersion. Je trouve des fois on a des infos comme ça, mais on n'a pas des infos un peu sensibles comme ça du terrain, donc c'est intéressant la façon dont tu le formules. Tu m'avais lancé une punchline, on en a déjà lancé plusieurs depuis le début de ce moment ensemble, mais là tu m'avais dit quand on préparait ce moment, et par rapport à l'intention des convois, donc toute cette série de camionnettes qui sont envoyées dans les différents pays Europe de l'Est et en Ukraine aussi, autant de camionnettes disponibles, autant de camionnettes pleines. C'est ça. C'était une belle punchline. En fait, c'était à la création de l'association par Joël Cadet, donc le fondateur qui maintenant a 75 ans et voyage plus. Oui. Voilà, même si on a des chauffeurs qui ont cet âge-là, lui ne voyage plus. C'est vrai qu'il avait reçu de Dieu ça. Autant de camionnettes disponibles, autant de camionnettes pleines. Okay. Et on a toujours vérifié ça. Et nous, notre gros problème, c'est la limitation du nombre de camionnettes. C'est même pas les chauffeurs. Par exemple, au dernier convoi de septembre, on est parti avec 8 camionnettes, mais parce qu'on n'en avait que 8, malheureusement. Et je pense qu'on pouvait en remplir 4 de plus facilement. D'accord, tu avais la marchandise, mais tu n'avais pas le véhicule. Voilà, on avait la marchandise pour. Okay. Et on est limité, effectivement, par le nombre de véhicules, parce qu'on en a 4 à l'association. Et le reste, c'est du prêt. Alors, c'est soit des particuliers qui achètent leur propre camionnette pour faire ça. On a un couple de retraités, par exemple, qui a acheté un master et qui a dit ils viennent tout le temps en Ukraine. Okay. Alors, par exemple, on parlait de gens de 70 ans. Le papy, il a 71 ans et puis il est toujours là avec sa femme. C'est chou. C'est fou et chou à la fois. C'est pour ça qu'on disait qu'est-ce que les gens retrouvent dans ça. C'est tout ça, quoi. Ouais. C'est l'aide et puis voilà. Et après, il y a des entreprises qui nous prêtent des camionnettes. Mais alors ça dépend des disponibilités après des camionnettes. Et voilà. Oui. Et forcément, j'étais 30 ans de voyage, 280 voyages, etc. Et forcément, je t'ai posé la question quand on préparait ce moment, est-ce qu'il y a eu des moments un peu fous, mais aussi fous au sens où tu te sens porté, guidé aussi, tu sens que c'est bien sûr une action où je pense que tu es un gars de terrain, tu vois, mais il y a aussi ce Dieu qui est là, qui guide un petit peu les choses et puis qui te dirige. Et tu m'as parlé d'un truc où, peut-être tu as d'autres histoires, mais où tu es à la frontière, tu as des anesthésiants dans le véhicule. Et tu peux nous raconter cette histoire ? Oui, c'était à la frontière serbe à l'époque, quand c'était très très tendu en ex-Yougoslavie. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a un principe dans l'association, on ne fait pas de trafic, mais on emmène des choses dont les gens ont besoin. Alors, par exemple, en Serbie, à l'époque, il était interdit d'emmener des anesthésiants. Or, les hôpitaux
serbe en avait besoin. Oui. Donc on en avait dans le chargement, mais évidemment pas déclaré. Et devant nous, il y avait un minibus. Je me rappelle, c'était des Tchèques qui étaient... alors, ils vidaient tout. Enfin, les douaniers leur faisaient tout vider. Et on s'est dit, waouh, si nous on vide, on est mal, parce que s'ils tombent dessus, après, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Après, on est sur leur terrain. Est-ce qu'on part en prison? Est-ce qu'on est refoulé simplement? Est-ce que on ne sait pas. On se dit, waouh, si c'est nous. Et puis, alors bien sûr... on prie, on dit Seigneur, mais on reste des êtres humains, alors on transpire aussi. Je vois l'idée. Voilà. Dit, bon, c'est vrai que Dieu existe, mais là, il va falloir qu'il y ait... Voilà. Et là, il s'est passé un miracle improbable, c'est-à-dire le douanier. Alors, il faut savoir qu'il y avait deux postes pour passer en Serbie. D'abord, on passait les militaires, ensuite les douaniers. C'était en quelle année, juste ça, environ? C'était 99, je pense. Ok, ça marche. Et là, le douanier et le militaire se retrouvent, parlent et partent chacun de leur côté. Et là, on se retrouve et il n'y a plus personne. La douane est abandonnée, quoi. Ouais, alors, on ne voit plus personne. Donc, on enclenche tranquillement la première et on rentre comme ça en Serbie. Alors, quand on connaît la douane, ce n'est pas possible. C'est juste là, il y a eu un truc. Ouais, et puis là, on est pas. Donc, du coup, on est passé de l'autre côté. Et puis, on s'est dit, merci Seigneur. Et c'est vrai qu'on a pleinement mesuré le miracle. Parce que franchir une frontière d'Europe de l'Est comme ça, c'est pas possible, quoi. Voilà, des anecdotes, il y en aurait plein. Ouais. On a aussi passé des Nouveaux Testaments. À l'époque, c'était interdit. Okay. Alors voilà, portes ouvertes, oui. On mettait dans les congélateurs. Et puis c'est vrai que, au moment des déchargements, il fallait faire. Voilà. C'est à la fois fou et à la fois. C'est ça. Mais bon, là, on en parle. Mais je vous dis, quand t'es dans le truc, quand t'es dans le truc, voilà, tu fais moins le malin. Hein. Ouais. Là, c'est avec le recul, tu dis, effectivement, Dieu est là et Dieu a toujours permis que ça se passe bien. Ouais. Même quand on a eu des accidents, qu'on a eu des choses un peu plus compliquées, mais c'est toujours bien terminé. Et tu m'as dit ce truc-là, c'est vrai que l'action de partir offrir, ça achemine des denrées dans des endroits où il y en a besoin, c'est distribué par des gens de confiance. Mais ça change pas la géopolitique, quoi. Ça change pas. Non, mais ça enlève en rien ta motivation, quoi. Alors c'est sûr qu'à l'échelle du pays, quand on va en Ukraine avec 10 tonnes comme la semaine dernière, à l'échelle du pays, ça change rien. Alors à l'échelle des gens qui vont recevoir, ça change un petit peu comme quelque chose, mais on pourrait y aller tous les 2 jours avec 10 tonnes. Il y aurait tellement de besoins, tellement de gens qui ont été déplacés. Là où on était en Ukraine, donc la semaine dernière, c'est une ville qui est en sécurité, où il n'y a pas de combat, il n'y a pas de frappe, mais du coup il y a beaucoup de réfugiés, énormément. Et là, il parlait encore actuellement de 15 000 réfugiés, donc c'est autant de bouches à nourrir. Ouais. Et il y en a eu plus, mais des gens qui sont repartis ailleurs, qui sont retournés, voilà. Mais actuellement, voilà. Donc ça, 10 tonnes, c'est rien, quoi. Ça va être consommé. Voilà. Mais non, ça enlève rien à la motivation. Au contraire, on se dit, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Là, c'est 10 tonnes parce qu'on peut emmener 10 tonnes. Quand ça sera 12, quand c'était 12, c'était 12. Quand on a pu partir avec 18 camionnettes, on l'a fait. S'il fallait partir à 2, comme on l'a fait parfois, parce qu'en plus on livrait une voiture, on le fait à 2, voilà, on y va, quoi. Ouais, okay. En fait, je ne réfléchis pas trop. Et, c'est pratico-pratique, quoi. Ouais, et puis parce que je pense que on se trompe pas si on va aider son prochain. Voilà. Pour moi, on a une adéquation complète avec la foi. Alors, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est d'accord. Hein. On est clair par rapport à ça. Oui, mais vous avez faim, je vous donne à manger. Voilà. Mais on ne se trompe pas. Et j'ai toujours un pasteur de Port-Entruy qui avait juste dit ça. Ouais, on ne se trompe pas quand on aide les gens, quoi. Quand on va au contact des plus pauvres. Ouais. On ne se trompe pas. Et une dernière question un peu d'ordre général comme ça, est-ce que tu vois des choses qui ont changé en 30 ans de travail humanitaire, mais très proche du terrain, comme on l'entend bien dans tout ce que tu dis? Qu'est-ce qui a changé? Alors, les pays de l'Est ont beaucoup évolué. La Pologne n'est plus ce qu'elle était. Comme je disais avant, on soutient des petites associations chrétiennes qui font du super boulot, qui ont peu de moyens. Mais ce qui a changé, la Roumanie a beaucoup changé aussi. À l'époque, on voyageait, il y avait des charrettes avec des chevaux sur la route. On se faisait peur à chaque virage. On avait peur de se prendre une charrette. Maintenant, les routes ont été refaites, les infrastructures ont été faites. L'Europe a apporté beaucoup de choses. L'entrée dans l'Union européenne de tous ces pays a changé beaucoup de choses. En tout cas, dans l'infrastructure. J'avais envie de t'interroger sur la place de la foi
Là aussi, j'ai l'impression comme ça, on se connaît pas plus que ça, mais quand on échange, que c'est tout naturel, comme l'action pratico-pratique de terrain. Et alors, il y a un peu ce truc, si je le résume de ce que j'ai compris que tu m'as expliqué, une action au nom du Christ, hein, l'amour en action. Voilà. Les églises, c'est quand même un levier, un réseau de distribution, ça crée des partenaires de confiance. Et par contre, les chauffeurs, eux, ils sont croyants, ils sont pas croyants. Voilà, c'est en fonction de ce qu'ils veulent, quoi. C'est exactement ça. En fait, l'association elle est chrétienne, c'est dans ses statuts. L'article 2 dit elle est l'expression de la foi chrétienne et de l'amour du prochain. Voilà. Donc les fondateurs, à l'époque, voilà, elle a été fondée en 95, c'est cette année-là que j'avais rejoint. Donc on était tous en phase avec ça, évidemment. Effectivement, donc du coup nos réseaux sont nos églises qui nous soutiennent, et sont les églises là-bas qui nous reçoivent. Mais par contre, effectivement, les chauffeurs, je ne demande pas, moi, seulement de croire, d'adhérer à la foi, de montrer un certificat de baptême. Alors, pas du tout. Parce que je pense, au contraire, que c'est un super moyen de témoignage. Et du coup, c'est même très intéressant d'avoir des gens qui n'adhèrent pas forcément à la foi, parce que, par contre, on est clair dès le début, on dit, voilà, on va dans les structures, dans les églises, donc on sera amené à prier, on sera amené peut-être le pasteur va nous demander si on peut prier, on le fera, parce qu'on n'a pas à rougir de notre identité, et on ne rougit pas de notre identité. Mais par contre, voilà, c'est plus... moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est justement d'être un témoin, quoi. Pour les gens qui adhèrent pas, mais il y en a plein qui se posent des questions, du coup. Il y a pas mal de gens. Et des gens, on a vu des gens qui se disent ouais, moi je suis athée. Et puis pendant un voyage, on me dit je crois que vous commencez à déteindre parce qu'il me semble bien quand même qu'il y a quelque chose là-haut. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Voilà, mais après, on force pas. On va pas dire ouais, je vais sortir ma Bible, regarde, justement. Non, voilà, on n'est pas là pour sortir les bannières. Voilà, nous sommes des chrétiens. Voilà. Mais je pense que de toute façon, dans toutes nos actions, avant des témoins en parole, il faut l'être en acte. Voilà, les gens nous regardent vivre, donc il faut juste être cohérent. Oui, je me suis demandé en t'entendant et en comprenant aussi qu'il y a plein de personnes qui s'épanouissent dans cette action-là concrète. C'était pas aussi pour certains une manière de vivre de vivre la foi. Donc ceux qui sont pas forcément en mode moi ma foi c'est la méditation de la Bible, c'est des heures de prière. Et moi je connais des profils où c'est vrai qu'ils ont du mal à s'épanouir là-dedans et trouver leur compte. Mais peut-être qu'en mettant les mains dans le cambouis, là, ils sont parfaits et là, ils vivent leur foi aussi. Oui, mais je suis dans ce cas-là aussi. Je suis un homme de terrain. Moi. Effectivement, voilà, des fois, quand j'entends des gens qui disent j'ai prié 4 heures, je dis waouh, c'est bien mis. Je vois. C'est chouette, quoi. Et voilà, moi, toi, tu trouves pas ce chemin-là, quoi. Pas celui-là, mais voilà, la prière, c'est une pensée avec Dieu pendant la journée, pendant que tu roules. C'est pas forcément précis que tu. Voilà. Oui, effectivement, je rejoins dans ce que tu dis. C'est forcément. Je pense qu'on a tous nos sensibilités. Il y a des hommes plus de terrain, il y a peut-être d'autres qui sont plus intercesseurs. Mais je pense qu'on se complète bien, c'est tout. Trop bien. Il n'y a personne qui est plus important que l'autre. J'ai quelques photos. J'aime bien montrer des photos. Donc ça, c'est la première. Ça permet, je trouve, vraiment de rentrer dans le... Donc c'est attrapé sur le Facebook de Partir Offrir. Pour ceux qui voudront voir toutes les photos. Allez-y. Voilà, c'est possible. Et du coup, là, on voit ce fameux convoi. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, on a notre signalétique. Là, on part en Ukraine, donc avec les Croix-Rouges et puis les 2 drapeaux France-Ukraine et les numéros surtout sur les véhicules parce qu'on ne pas se perdre, quoi. Oui, parce que on a fait l'expérience au début de ne pas mettre de numéro, puis après on ne sait jamais qui a repris la route, qui est encore sur le parking, voilà. Alors que là on dit le 2 suit le 1, le 3 suit le 2, voilà, et on garde cet ordre jusqu'au bout. C'est une belle illustration. Trop bien. Voilà. Hop, là tu as une deuxième photo. Et là, sauf erreur, c'est un chargement chez un partenaire, quoi. Alors ça, voilà, c'était le moulin en Alsace, je vais le citer, moulin Peter Schmidt. Bien sûr. Alors c'est la première fois qu'il nous donnait une palette, alors pour le coup. Ok. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un autre moulin dans notre région en Franche-Comté qui nous donne habituellement. Et là, j'avais fait une demande de farine dans ce moulin. Ils m'ont dit on est vraiment désolé, c'est la rentrée. Les boulangers ont commandé plus que d'habitude. On n'a pas trop de stock. Alors le patron était désolé. Je dis mais c'est pas grave, voilà. Et il y a un membre de notre association qui travaille dans ce moulin en Alsace. Et puis je lui ai dit écoute Abdoul, on n'en a pas chez nous. On demande si le moulin Peter Schmidt serait OK pour nous filer de la farine. Et bien, effectivement, il allait le voir. Et puis,
Alors moi, j'aurais demandé 250 kilos en Franche-Comté, et là, sans rien demander, il nous a donné 600 kilos. Voilà. Mais c'est une belle illustration. Oui, c'est un partenaire, nouveau partenaire, effectivement, généreux. Ouais. Et c'est quoi les questions qu'il pose avant de donner 600 kilos de farine, quoi? Bah, en fait, il connaît bien l'association parce qu'un de ses employés part tout le temps avec nous. Donc, il demande toujours des jours pour partir avec nous. Et c'est cet employé, c'est ce que je dis avant, le bouche à oreille. C'est comme ça que ça marche. Ah ouais. Les liens de confiance, c'est le fameux Abdoul qui travaille là et puis qui s'absente toujours pour venir en Ukraine. Donc, Marc Peter Schmidt, là, savait très bien ce qu'on faisait. Et puis bon, Marc, on se connaissait depuis... Ouais. On s'est un peu perdu de vue avec le temps, mais voilà, de l'époque, on se connaissait un petit peu, donc ça a permis de refaire le lien aussi. Ouais, trop bien. Je te montre une autre photo. Donc là, en principe, on est sur place. Hein. Ouais, là, on est en Ukraine, à Kameniec-Podilski, et c'est des sacs qui ont été confectionnés avec des choses qu'on a emmenées, du coup, effectivement. Donc, dans chaque sac, il y avait des conserves, des biscuits, du lait, enfin, un échantillon de produits alimentaires. Et c'est destiné... Alors, on a fait 100 sacs ce jour-là, parce que le pasteur qui nous recevait a souhaité qu'on fasse une distribution aussi aux personnes directement. Oui, ok. Alors, voilà, c'est fait dans l'église de Kameniec-Podilski. Et alors, voilà... J'aime pas, moi, les discours, devoir parler devant, parce que pour moi, l'action, j'aime bien qu'on la fasse discrètement. Oui. Et pas... On t'a demandé de faire un discours, c'est ça? Oui, mais c'est le protocole un peu en Ukraine. Forcément, okay. On doit un petit peu toujours dire un mot. Alors, je le fais, je me plie à l'exercice, mais si je pouvais rester au fond, honnêtement, et puis que la distribution se fasse sans... Je voudrais surtout pas que les gens partent de là en disant wow, c'est super ce qu'ils font. C'est... Voilà. Enfin... Ouais. Ça te nourrit pas, ça? Non, mais vraiment. Hein, ouais. Et là, quand je dis ça, c'est pas pour dire... c'est pas de la fausse modestie. Ouais. Oui, j'allais dire, au bout de 280 voyages, je pense que tu as eu le temps d'analyser le truc. Quoi. Je veux pas que nous, on se retrouve mis en avant dans cette action. Peut-être ça déséquilibre la relation aussi. Et toi, tu cherches la relation? Ouais, mais voilà, je veux pas que les gens disent ils sont super, ils viennent nous aider. On fait ce qu'on peut à notre petit niveau, on le fait. Mais ces sacs-là, ils sont remplis. C'est pas moi. On l'achemine nous. Et par exemple, il y a tous ceux qu'on donnait avant là, qui sont pas sur place. Et eux, ils sont autant importants que nous, parce que c'est une chaîne, cette association. Si je suis disponible pour emmener des choses, mais que j'ai pas de choses à emmener, je sers à rien. S'il y a plein de choses à emmener, mais qu'il n'y a pas des gens qui l'emmènent, c'est dommage. Donc, c'est pas parce que nous on nous voit sur place qu'on doit être considéré comme plus important. Ouais. Je ne sais pas si je fais passer le... Alors, ça résonne. Moi, forcément, je travaille beaucoup avec l'équipe du sel. Hein, et ils disent souvent ça, je crois. Que c'est pas parce que nous, en Europe, on est peut-être donateur de quelque chose que le gars en Afrique qui va construire son projet de puits financé par ici, il est moins important ou il a moins de... Au contraire, et il y a vraiment cette notion de partenariat. Quoi. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est que si tu es trop mis sur un piédestal, c'est la relation elle-même qui est... Oui, et toi, tu cherches la relation. Voilà, c'est ça. Et puis on ne doit pas être mis sur un piédestal. Enfin, voilà. Ouais, ça vient s'aborder le fondement même oui, de ce puis que on n'arrive pas en conquérant, on arrive en serviteur. Ouais. Ok. Top, c'est clair. Hop là, on a glissé. Alors ça, c'était d'autres sacs. Mais qui étaient... au fond, c'est des enfants. Alors, il s'avère que c'était des ados, hein, cette fois-ci. C'est des sessions qui sont créées pour les enfants du Donbass. Ok. Alors là, c'est des ados. C'était un peu particulier cette session-là parce que d'habitude, c'est des plus petits enfants quand on va visiter les enfants d'Orénine. Donc là, c'était des plus grands. Donc les filles apprenaient à faire des pansements pour des blessés. Ah ouais. Les garçons apprenaient à monter et démonter un fusil. Alors c'était un peu particulier. Voilà. Ah ouais. Et d'habitude, c'est des enfants qui viennent. Et le pasteur ne savait pas non plus que c'était une session... c'est la première session de ce type. Alors, c'est là qu'il y a aussi un tournant qui est fait. Hein. On apprend à des ados à monter et démonter des fusils, à des adolescentes à soigner des... Voilà. Donc, je pense que l'Ukraine se prépare aussi à ce que ce soit très long. Voilà. Et donc là, c'est des sacs, pareil, avec des choses, mais alors plus pour des enfants qui ont été distribués directement aux jeunes. Quoi. Ok. Mais d'habitude, quand on va à Orénine, c'est des enfants plus jeunes. Et c'est des enfants du Donbass. C'est des enfants qui sont envoyés dans les zones en sécurité, qui sont remis dans un fonctionnement de classe parce qu'il n'y a plus d'école là-bas, et pour leur redonner un semblant de vie d'enfant normal. Ok. Voilà.
Et où est-ce qui était du coup plus du tout leur cas à eux, quoi. Alors là, non, sur cette session-là, parce qu'on était là sur cette période-là, c'était pas tout à fait pareil. Alors c'est toujours des gens du Donbass, mais qui se préparaient certainement à des choses un peu plus sombres, quoi. Je trouve ça fait froid dans le dos. Mais c'est la réalité. Donc on est quand même allé voir ces enfants. Enfin, bien sûr, on est allé voir ces jeunes parce que tous ces jeunes souffrent de cette situation et personne n'a envie de faire ça. Personne n'a envie de soigner un blessé. Personne n'a envie de se servir d'un fusil. C'était un peu plus dramatique du coup. C'est vraiment bien que tu me dises ça et nous dises ça, parce que c'est vrai que quand tu penses à la guerre en Ukraine, moi qui ne suis jamais allé, comme beaucoup, tu sais, tu vois l'image à la télé, on te montre le gars avec son fusil, avec son groupe, le militaire ukrainien, quoi. Des fois avec de la bonne volonté, mais des fois le militaire pro. Mais en fait, c'est sûr, quand tu dis la réalité de la guerre, en fait, c'est qu'on va apprendre à des ados, et là tu visualises tes enfants, et à monter un fusil et aux autres à soigner, etc. D'un seul coup, tu es là, tu dis ok, c'est ça la réalité. Toi, donc ok. Alors qu'avant on voyait des enfants, alors elle est tout aussi dure la réalité, parce que c'est soit des orphelins, soit des enfants qui vivent cachés, qui ont peur tout le temps, mais qui se retrouvent avec d'autres enfants, et quand on les voit, c'était plus jeune, quoi. Là, c'est vrai que c'est, comme tu dis, ça nous met un peu plus en face de la réalité. Du réalité, ok. Et du coup, là, c'est une grosse palette. Une grosse palette de conserve qui s'est complètement écroulée quand on l'a chargée, qu'il a fallu refaire à l'arrivée. C'est bien, c'est la photo de mon toit. Voilà, donc c'est un petit... Voilà, il était bien là. On l'a bien mis dans le camion, et au premier virage, tous les bords de carton sont partis. Puis on a tout refait en arrivant. Pas grave, ça fait partie du jeu. Ça, c'est un donateur dans le Jura. Alors qui préfère rester anonyme pour le coup, et qui nous donne régulièrement toutes ces palettes de conserve. Et là, je peux dire, il y a du poids. Je crois que la palette là, elle faisait 700 kilos, enfin plus cette palette. Et quand on va chez eux dans le Jura très régulièrement, on ne sait jamais combien de véhicules envoyer, parce que le gars il nous charge tout le temps. Donc ça, c'est un très très bon partenaire. Ok, c'est beau. Et dernière photo, là j'ai pas résisté, hein, j'ai vu qu'il y avait un micro, tu parles au micro. C'est France Bleu, ça. France Bleu. On a plusieurs médias, donc là c'est dans notre local de stockage. Et c'est une émission qui se fait le matin. Là, il devait être 7h du matin. C'est le baladeur. Donc c'est l'animatrice Angélique qui est devenue une amie, qui suit aussi l'association. Voilà, on a des petits retours médiatiques comme ça qui nous aident effectivement, hein, les presse écrite, radio, parfois télé, voilà. Et c'est intéressant d'avoir aussi cette possibilité de partager un peu ce qu'on vit, et puis là c'est en direct sur France Bleu. Voilà. Ça, c'est l'exercice, c'était... ici, pardon, c'est plus France Bleu. Mais ah oui, c'est vrai que ça a changé. Et l'exercice, ça allait, c'était... Ouais, moi, j'ai pas trop de soucis avec ça, quoi. Ok. Voilà. Moi, je suis un passionné, donc si je me mets à en parler, peut-être ça, d'ailleurs, ça se voit dans l'interview, là. On pourrait raconter tellement de choses et tellement de... Voilà. On sent qu'on est parti pour 4 heures d'émission. Voilà. Trop bien. On a une tradition dans la rue du Sel. C'est, on parle beaucoup de projets, comme on le disait, cet objectif de se nourrir du terrain, de ces histoires de terrain que toi tu as vécu et que tu nous racontes, et ça nous booste, ça nous enrichit, et peut-être ça nous met en mouvement aussi nous-mêmes, hein. L'idée, c'est que chacun puisse exprimer peut-être plus de solidarité, peu importe à quel endroit on l'exprime, cette solidarité, peu importe quelle association, pas d'association d'ailleurs. Et on a une deuxième tradition, c'est un peu de découvrir les parcours, comment est-ce que les gens en sont arrivés là. Et pour toi, j'ai tendance à dire, pour parler un tout petit peu de ça, ton parcours, il y a un truc un peu fou encore, on recommence avec ce mot, c'est que tu as 5 enfants. Oui. Parce qu'à l'époque, donc tu as démarré tout ça avec ton épouse aussi. Elle voyageait avec toi, mais là, 5 enfants, ça s'organise différemment. Et il y a cette notion de ça reste possible, et même assez simple finalement, de mener des actions comme ça bénévolement, malgré cette situation familiale. Alors oui, parce que j'ai une épouse qui adhère à 100%, et c'est même elle qui m'a dit, parce que comme on disait au départ, je suis passé effectivement à mi-temps, on en parlera dans mon travail. C'est elle qui m'a poussé à passer à mi-temps. Ok. Voilà. Wow. Parce qu'en fait, on a fait le choix quand on a eu les enfants. Enfin, elle a fait le choix, surtout Émilie, donc mon épouse, de mettre entre parenthèses sa carrière
professionnel pour élever nos enfants à la maison. Ok. Et ça, alors personnellement, je trouve que c'est un très bon choix, mais ça reste personnel. Il y a pas de, voilà, il y a pas de, je donne pas de leçons, mais de pouvoir avoir, voilà, de pouvoir se consacrer aux enfants quand ils sont petits. Mais depuis qu'on est ensemble, elle m'a dit un jour je serai maîtresse d'école. Et il s'avère qu'il y a depuis 3 ans, elle est maîtresse d'école, elle a réussi le concours et puis elle s'épanouit vraiment. Et 3 ans, c'est à peu près le début de la guerre en Ukraine. Et c'est le début où l'association elle a commencé à prendre une ampleur nouvelle aussi. Nouvelle, oui, complètement. Okay. Et donc c'est elle qui me disait, mais passe à mi-temps, puisque pendant 20 ans, on a vécu avec ton salaire. J'étais à la maison, maintenant il y a le mien et ça permet de... Voilà. Alors, il a fallu me convaincre moi, parce que je fais un boulot que j'aime beaucoup et qui a beaucoup moins de sens à mi-temps, en tant qu'éducateur dans un internat. Je vois moins les jeunes, donc c'est un peu plus... Je suis forcément moins investi, en tout cas dans l'éducatif pur et dur. Après, j'ai la belle part des choses, parce que comme je vois moins les jeunes, on est très content de se revoir et on passe des très bons moments. C'est vraiment le côté très positif. Mais oui, c'est possible de mener ça grâce à Émilie et grâce à des enfants aussi qui sont très curieux et qui aiment faire ça aussi. Dès qu'ils peuvent, ils sautent aussi dans le camion. Donc ça, c'est très chouette. Parce que quelque part, pour moi, ce serait difficile d'imaginer... Enfin, ce serait impossible de ne pas avoir le soutien familial. Ouais. Je ne pourrais pas partir en désaccord avec Émilie, c'est évident que... Enfin, ce ne serait pas possible. Souvent, on lui dit ah, mais tu es encore de nouveau toute seule, tu y repars. Mais voilà, mais c'est notre vie. Mais on se retrouve à d'autres moments. Évidemment, on passe du temps en famille ensemble. En fait, il faut trouver l'équilibre. Entre la mission et puis la vie familiale et les enfants, comme on commence à évoquer ça, ils sont toujours partants. Là, j'étais avec ma fille de 19 ans en Ukraine la semaine dernière. Donc mes 2 grandes qui ont 23 et 19 ans sont toujours partantes pour l'Ukraine. Donc, Chiara l'aînée, elle vit maintenant à Lyon, donc c'est moins facile. Voilà. Et puis les plus jeunes, si je leur dis on va en Croatie, est-ce que vous partez, ils montent dans le camion, quoi. Voilà. Alors les plus jeunes ne sont pas encore allés en Ukraine. Voilà. Et même le Maroc. Hein. Ouais, ils sont chauds aussi. Ah ouais, j'en patate, ouais. J'ai 2 enfants qui sont partis au Maroc. Ils m'ont dit que c'était la meilleure semaine de leur vie. Ok. Et dans des actions aussi, j'imagine, de connexion, de terrain, etc. Ça, oui, complètement de terrain, oui. Ah, oui. Dans nos actions humanitaires au Maroc. Okay. Dans les villages détruits, ils sont épanouis. Tu disais, tu es éducateur spécialisé de métier, hein, tu es toujours à mi-temps. C'était très intéressant que tu dises que c'était une forme de déchirement quand même, d'être que en mi-temps à ce niveau-là et d'abandonner un engagement pour embrasser un peu un autre. Donc c'est intéressant que tu le présentes comme ça. Et est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu avais choisi cette voie de devenir éducateur spécialisé et puis aussi auprès d'un public de jeunes pas simples tous les jours, j'imagine aussi? Alors oui, je me rappelle comment je suis tombé dans le social. Oui, c'était à l'époque on devait faire le service militaire. Ouais. Voilà, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on n'était plus si jeune que ça. Voilà. Et la phrase commence par à l'époque. Voilà, à l'époque. Donc en 93 justement. J'étais parti à la fac entre 91 et 93, mais je sentais bien que j'allais pas faire une carrière en fac. Les longues études, c'était pas pour moi. J'étais en fac d'anglais, ce qui était très bien. Ça me permet vraiment ça m'a permis de développer l'anglais. Okay. Voilà, donc pour le coup, c'était quand même positif. Mais à un moment, je me suis dit bon, la fac, je vais dans un mur. Autant ravancer le service civil, le service militaire, mais en faisant un service civil sous la forme de l'objection de conscience. Okay. Alors, j'ai absolument rien contre l'armée, dans le sens où c'était pas une position anti-militaire. Si chacun est libre de ses choix, chacun doit s'examiner. Mais pour moi, personnellement, c'était plus utile de consacrer ce temps dans quelque part dans le civil plutôt que dans le cadre militaire. Voilà, c'est perso. Hein. Voilà. Et j'ai un ami qui était objecteur de conscience déjà à la Villa des Sapins. Donc c'est la maison d'enfants là où j'ai commencé. Et qui me dit écoute, le directeur il cherche un objecteur, j'ai parlé de toi, si c'est bon pour toi, c'est bon pour lui. Ok. Une affaire rondement menée. Dis-lui que c'est bon pour moi. De toute façon, je vais voilà. Donc après, évidemment, j'ai eu des entretiens avec le directeur. Il fallait que ça matche quand même. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai débarqué dans le social. Ok. Parce que le social, m'intéressait. J'avais envie d'aller voir un petit peu ce que c'était ces métiers. Parce que c'est vrai que moi, je suis issu d'une famille stable quand même. Et savoir qu'il y a aussi, qu'à nos portes, il y a des gens qui n'ont pas du tout le même type de structure familiale, que c'est compliqué pour pas mal d'enfants. Et voilà. Alors après, c'est une claque au début. Hein.
Ouais, les profils et les parcours. Dans le social, on voit certaines situations, on me dit mais c'est pas possible, ça peut pas être, un enfant peut pas subir ça. Mais non. Quand on sort de son milieu bien cocon là, c'est une grosse claque, mais ça fait du bien. Okay. Ça permet de se rendre compte de la réalité aussi. Et qu'est-ce qui te nourrit aussi dans ce métier encore aujourd'hui? C'est le contact, hein, c'est ce que tu peux apporter aux jeunes. Alors là, je bosse avec des ados qui sont sur la sortie, donc 16-17 ans, parce qu'on travaille la sortie du foyer. Et c'est d'essayer d'apporter ce que tu peux. Et en fait, sachant que le jeune reste complètement maître de sa situation, tu peux lui proposer plein de solutions. C'est lui qui décide ou non de les saisir. De les saisir. Mais ça marche beaucoup du coup par le relationnel. Si tu as une bonne relation, si ça matche bien avec les jeunes, alors c'est pas toujours facile, hein, parce que des fois c'est compliqué. Hein. On n'a pas, c'est des jeunes avec des histoires familiales compliquées. Mais si tu arrives à créer un relationnel, c'est là que tu fais passer des choses en fait. Parce que les jeunes en question, c'est aussi des jeunes qui ont des parcours spécifiques, enfin que tu croises. C'est compliqué, au niveau familial surtout. Ouais. Parce que dans le centre où je travaille, il y a une double habitation, c'est aide sociale à l'enfance, donc pour des jeunes qui ont des problèmes avec leur famille, ou protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, on peut avoir des jeunes qui sont placés parce qu'ils ont fait des bêtises. Ok, voilà. D'accord. Pour embrayer encore avec la jeunesse, hein, puisque ça ne suffisait pas visiblement de bosser, d'être engagé en tant qu'éducateur spécialisé là auprès des jeunes, de vraiment partir offrir cette action de solidarité que tu mènes à titre bénévole, en tout cas au jour d'aujourd'hui, et voilà, qui s'est vraiment développé largement les 3 dernières années, mais qui existe depuis 30 ans. Voilà. Visiblement, ça ne suffisait pas. Non, c'est marrant parce que quand je parlais de toi, pour préparer un peu cet échange, Paco, donc Pascal, etc. Tout le monde, beaucoup m'ont parlé des colos. Et j'ai eu effectivement beaucoup de très très bons retours sur des colos que tu organises en tant que directeur, et des jeunes qui vivent des temps forts, à la fois de fraternité, de vie, et aussi de temps spirituel. C'est ça. Tu nous parles un instant de ça? Oui, on a monté un petit projet. En fait, j'ai longtemps fait animateur colo. Ensuite, j'ai eu un ami qui m'a laissé la place de directeur. Du coup, j'ai fait mon diplôme de BFD. Entre-temps, j'ai fait ma VAE EduxP, donc j'ai les 2 diplômes qui permettent d'être directeur de colo. Et puis depuis 10 ans maintenant, on a créé notre propre projet qu'on a appelé Imaginaire, parce que Imaginaire, c'était le premier thème de notre première colo. On voulait faire tout autour de l'air, donc imagine, air, trait d'union, imaginer *R. D'accord. Voilà. Et du coup, la colo est restée sous cette appellation, et en fait, on fait une colo dans le Gers. Ok. Pour des enfants de 6 à 17 ans, 3 sous-groupes avec des programmes complètement adaptés. Et ça marche bien. On est très rapidement complet. Et puis c'est un peu à l'image des convois. Ce qui est important pour moi, c'est de créer un espace où... pour moi, une colo, elle est réussie quand les enfants partent heureux chez eux, évidemment. On est là pour eux. Mais aussi quand l'équipe d'animation et l'équipe technique repart chez elle heureuse en disant on a vécu un bon moment. Parce que pour une colo de 15 jours, c'est intense, hein, tout le monde le sait, c'est du H24. Mais il faut que ça reste un plaisir. Il faut que les gens rentrent chez eux, pas en se disant voilà, j'ai donné 15 jours, je suis sec, c'était nul, voilà. Mais en disant voilà, c'était intense, mais c'était bien. Il faut les étoiles dans les yeux un petit peu. Quoi. Et du coup, visiblement ça marche, parce qu'on n'a pas du tout de difficulté à remplir au niveau des enfants. Vraiment pas, parce qu'on est en général complet d'une année à l'autre. Début septembre, je suis complet pour le juillet de l'année d'après. Ah oui, d'accord. Là, on est déjà complet. Et puis les animateurs reviennent. On a un groupe de 15 animateurs, donc c'est des conditions que beaucoup s'arracheraient. Et moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de fédérer et puis de faire en sorte que ça se passe bien et que les gens aient envie de revenir. Ok. Visiblement, ça marche. Voilà. Très bien. Le dernier point, je trouvais que c'était très intéressant de l'aborder avec toi. C'est toi-même, quand on préparait cet échange, qui l'a évoqué. Tu m'as dit, à l'époque, donc on reprend ce terme, tu te croyais un peu invincible. Moi, j'aime bien ça parce que ça rejoint beaucoup la jeunesse, qui parfois pense inventer la roue, mais il y a en même temps une belle passion, une belle conviction. Tu vois, c'est beau, tu vois, c'est pas, mais un peu arrogant peut-être à certains égards aussi. Et ça mène à des situations parfois d'inconscience et toi, tu as vécu ça et tu as cheminé là-dessus. Ouais, j'ai beaucoup cheminé parce qu'effectivement, quand on a commencé à l'association, très rapidement, on a acheté un véhicule et un jour, avec ce véhicule que je croyais increvable, on a eu un gros accident.
en allant en Croatie. Enfin, c'est arrivé en Italie et c'est la seule fois où on a perdu la cargaison. Alors, on n'a pas d'explication logique. Pourquoi on a éclaté un pneu et puis toute la cargaison a été perdue et s'est retrouvée sur la route. Les passagers ont été éjectés. Ah ouais. Oui, l'accident aurait pu être beaucoup plus grave. Heureusement, c'était juste des blessés légers. Ok, waouh. J'ai éjecté Émilie, donc mon épouse, au milieu de la route, plus la femme du fondateur, Joël Cadet, un peu plus bas dans le talus. En fait, j'ai éclaté un pneu et je suis parti en 360. Voilà, comme ça, et j'ai tapé devant, derrière, et tous les cartons, enfin, on sont partis sur. Enfin, la force centrifuge a fait que les cartons étaient sur un cercle. Voilà. Et à l'époque, on avait une très mauvaise habitude qu'on n'a plus du coup, c'est de mettre des couchettes sur les rangées de cartons. Et en fait, quand j'ai éjecté tout le monde j'ai aussi éjecté les passagers qui étaient couchés sur les couchettes, puisqu'ils sont partis par l'arrière du camion, comme une boîte de conserve. Oh la vache. Donc mon épouse Émilie était au milieu de la route et Martine Cadet donc était en contrebas dans le talus. Et c'est vrai que voilà, on ne pensait pas que ça pouvait arriver. On se croyait, on disait c'est une œuvre chrétienne, on voit ça pour le Dieu Seigneur, nous protège. Voilà, du coup non, on n'est pas invincible. Alors je comprends pas, j'ai pas d'explication. C'est comme ça nous est arrivé. Donc simplement je remercie Dieu que c'était que des blessures légères, parce que si ça avait été plus grave, je serais peut-être pas là aujourd'hui pour parler. Qu'est-ce qui serait, voilà, est-ce qu'on aurait arrêté, est-ce que je ne sais pas. Bien voilà. sûr. Voilà, donc Dieu merci, c'était blessure légère. Mais après, on s'est dit, voilà, effectivement, on n'est pas invincible. Dieu permet certaines choses qu'on ne comprend pas, mais donc ça nous permet de rester à notre place aussi. C'est sûr que, et puis ce genre de pépin, ça te... Là, si on revient à l'accident, ça te... Pareillement, ça te fait dire aussi, même si je suis confiant, même si j'ai des qualités, même si... en fait, un truc random de rien du tout, un pneu, ça peut arrêter l'aventure d'un coup, quoi. Et il faut que je sois conscient de ça. Mais si je termine l'anecdote le mot est pas très. La terrible histoire. En rentrant, alors pour le coup, ça m'a jamais découragé. Ouais. Et au contraire, je me suis dit, bon, allez, j'ai plus de camion, j'ai pas fini de payer l'ancien, mais je vais voir un cousin banquier pour ouvrir un compte qui rapporte le plus, pour essayer de remettre de l'argent vite, quand même, pour racheter un véhicule. Pour le coup, ça fait. Ok. Et là, ça c'était en juin 2001. En octobre 2001, j'ai un cousin de ma maman qui m'appelle depuis l'Allemagne. Il me dit, écoute, on a eu vent de l'accident que tu as eu. Et souvent, on soutient des missions qui sont très loin au loin. Mais nous, on a à cœur de repayer un véhicule pour que pour soutenir la mission qui est à nos portes. Ok. Et là, voilà, tu n'y crois pas, quoi. Tu dis, c'est pas possible. Non. Enfin. Et du coup, à peine 3 mois après, j'avais mon nouveau véhicule. Ce qui est fou, parce que moi, je commençais à me dire, bon, je vais mettre de côté, mais ça va être long, je sais pas comment je vais y faire. Voilà. Et Dieu est bon. Trop bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Même si on l'a compris, on pourrait parler longtemps. Peut-être un mot de la fin sur partir, offrir, si on se sent inspiré par ce qui se vit. À la fois, je sais pas, j'ai mon magasin et je peux donner des restes, ou j'aurais envie de prêter une camionnette qui est à moi. J'ai envie peut-être de partir en tant que chauffeur et rejoindre l'équipe pour faire. Comment on fait? Alors, c'est très simple. Alors, sur notre site internet, partir-offrir.fr, ou notre page Facebook. La page Facebook est beaucoup plus alimentée parce que, paraît-il, c'est le média des vieux et donc celle-là, je la maîtrise du coup. Instagram un peu moins, mais c'est pas moi qui gère Instagram. Mais donc, c'est mon numéro de téléphone qui est dessus. Donc, n'hésitez pas, il y a un mail, appelez. Et puis, alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une association, c'est justement pas un club fermé. Donc, s'il y a des bonnes volontés, effectivement, nous sommes tous preneurs, que ce soit en tant que chauffeur, parce que c'est une belle aventure et ça permet aussi d'ouvrir son horizon, de voir autre chose c'est intéressant. Si c'est dans le matériel, effectivement, on aura toujours besoin de choses à emmener, donc on prend volontiers des donateurs supplémentaires, ça ne sera jamais de trop. Et puis à la limite, plus on peut multiplier les convois, mieux c'est. Et puis, si c'est par le prêt de camionnette, voilà, ça c'est le nerf de la guerre. Alors, on fonctionne avec des camionnettes et pas des poids lourds parce que c'est souvent la question qu'on nous pose. Parce qu'on va dans des endroits parfois qui sont uniquement accessibles en camionnette et puis on décharge à différents endroits. Si on arrive avec un poids lourd, ce serait nettement plus compliqué
de décharger un poids lourd quelque part et puis de faire voilà. Et puis cette association, c'est pas seulement un transport de carton, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est le relationnel qu'on a là-bas sur place. Ouais. Et en toute humilité, la visite qu'on représente, elle est très importante. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, au moins quand vous venez, on sait qu'on n'est pas oublié. Et c'est pas juste on a payé un transporteur qui a emmené les cartons. Ça va au-delà de ça. Ouais, ok. Voilà. C'est top. Merci beaucoup en tout cas. On a été inspiré, nourri, boosté. Et du coup, voilà, on rejoint Partir Offrir sur le site si on veut effectivement en savoir plus. Et puis rendez-vous le mois prochain pour découvrir un autre invité qui prendra ta place. C'est ça. Et toujours avec cette optique-là de partir un peu sur le terrain, de vivre un petit peu cette connexion. Souvent, on nous dit, en fait, j'étais sur le terrain et ça a complètement, ça m'a chamboulé, ça m'a boosté. Et du coup, mon action aujourd'hui, je l'amène grâce à cette expérience de terrain. Ouais, je confirme. Voilà, donc nous on essaye un petit peu de faire émerger cette expérience de terrain pour nous inviter tous à peut-être plus de solidarité dans nos vies et au nom de celui qui nous inspire cette solidarité. Merci beaucoup avec Pascal grand plaisir. Grabert. Merci à toi. Et à très vite. À très bientôt.